Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 23 juillet. Au programme, prescription applicable à un prêt professionnel, exonération des entreprises nouvelles et signes religieux au travail. Et on s'intéresse donc pour commencer à la prescription applicable à un prêt professionnel avec l'affaire suivante. Une banque consent plusieurs prêts à des époux pour les besoins de financement de l'exploitation viticole du mari. Les prêts n'étant pas remboursés, la banque agit en justice en vue de saisir la rémunération de l'épouse. Cette dernière croit pouvoir échapper à l'action de la banque, trop tardive selon elle, compte tenu de la prescription de 2 ans applicable à l'action du professionnel dirigé contre un consommateur pour les biens et services fournis. L'épouse, co-emprunteuse, estime que cette prescription s'applique même en présence d'un prêt finançant une activité professionnelle dès lors qu'elle est étrangère à l'activité de son mari et a donc contracté en qualité de consommateur. À tort, selon la Cour de cassation. La prescription biennale de l'action des professionnels contre les consommateurs ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. Or, la circonstance qu'un co-emprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle un crédit a été consenti est sans effet sur la qualification professionnelle de ce crédit. Par conséquent, la prescription de 2 ans ne saurait s'appliquer et l'action de la banque a été exercée dans les délais. On poursuit avec un point sur l'exonération des entreprises nouvelles. Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu exerçant leur activité professionnelle depuis au moins 5 ans peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle si le montant du chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil. Cette exonération s'applique également aux plus-values de cession de parts de sociétés de personnes réalisées par les associés qui exercent leur activité professionnelle. Dans ce cas, pour l'appréciation du seuil d'exonération, l'associé doit prendre en compte sa quote-part dans les recettes de la société en proportion de ses droits dans le bénéfice comptable et non pas dans le bénéfice fiscal, incluant les rémunérations versées. Il est question de signes religieux au travail dans l'affaire qui nous intéresse à présent. Un employeur avait demandé à un salarié assurant des prestations de sécurité et de défense de tailler sa barbe car des clients américains qu'il devait accompagner au Yémen l'avaient demandé. Ayant refusé, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il lui était reproché de porter une barbe taillée d'une manière volontairement très signifiante au double plan religieux et politique. Pour l'employeur, elle pouvait seulement être comprise comme une provocation par le client et elle pouvait compromettre la sécurité de son équipe et de ses collègues sur place. Ce licenciement était discriminatoire pour les prud'hommes, la Cour d'appel et la Cour de cassation. La Cour de cassation rappelle les conditions permettant de restreindre la liberté religieuse et souligne que le règlement intérieur peut comporter une clause de neutralité qui interdise le port visible de tout signe, notamment religieux, sur le lieu du travail. Il faut que cette clause soit générale, indifférenciée et réservée aux salariés en contact avec les clients. En l'absence de cette clause, la restriction est discriminatoire, sauf si l'employeur démontre qu'elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée. Ici, l'objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise pouvait justifier une restriction à la liberté du salarié, mais l'employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe durant une mission au Yémen. C'est la fin de ce JT, très bonne journée et à demain vendredi.